Le 13 juin à Los Angeles s'ouvre l'E3, le plus célèbre salon de jeux vidéo. Quelles seront les grandes nouveautés? Télévision. Le mercato des transferts a débuté. Qui va où, sur quelle chaîne et quand? Ces sujets-là et bien d'autres encore, comme les législatives ou encore les 24 heures du Mans, seront au cœur de l'actualité la semaine prochaine. Avec notre invité Stéphane Rothenberg et nos spécialistes, nous, on vous en parle dès maintenant. Bonjour à tous. Bonjour Charlotte, bonjour Stéphane Rothenberg. Bonjour Stéphane Rothenberg, bonjour à tous et merci de nous suivre comme chaque jeudi à 15h10 en direct sur Figaro Live. On vous en parle dès maintenant, c'est votre rendez-vous d'anticipation que vous propose le Figaro. Présentateur sur M6 depuis une quinzaine d'années, journaliste, animateur, touche à tout et producteur, Stéphane Rothenberg, merci d'être notre invité. Je t'interromps juste 2 secondes, Fred. Nous sommes en direct, donc n'hésitez pas évidemment à poser vos questions à notre invité du jour, Stéphane Rothenberg. Il vous répondra tout à l'heure dans l'interview que nous lui avons préparée. Alors, on est vraiment très content de vous avoir. Impressionné parce que c'est... Mais si, quand même. Là, on inverse un tout petit peu les rôles. On parlera de votre actualité tout à l'heure et je sais que vous allez nous... Je ne peux pas dire grand-chose, mais je peux dire un petit peu. C'est rigolo. Et ben, c'est ça qui est important. Il y a quelque chose d'intéressant. C'est ça et c'est ce qu'on fera. On parlera également de la saison écoulée de Top Chef et puis... comme le disait Fred, de votre futur grand projet pour la télé, cette nouvelle émission qui va être diffusée évidemment sur M6. Mais on rappelle le principe de l'émission, Fred? Alors, le principe de l'émission est très simple. On ne commande pas l'actualité, on ne fait qu'anticiper. Pas mal. Et on se pose des questions avec nos spécialistes. Il y a 2-3 sujets qui m'intéressent. Ah bah c'est justement. Et justement, on a peut-être une question à poser. Alors. Oui. Comment vous voyez l'actualité? Comment vous traitez l'actualité? Quel est votre rapport à l'actualité? Il est réel. Alors, je suis plus journaliste depuis très très longtemps. J'ai plus de carte de presse depuis 2000, même si je me rappelle encore mon numéro. Mais et puis quand j'étais journaliste, j'étais essentiellement journaliste automobile, donc j'ai pas traité de trucs. Mais j'ai quand même commencé aux Infogénés, à Libé, en province, à Radio France. Donc, je continue à écouter la radio tous les matins, les matinales. Je suis sur votre site, je suis abonné, donc je suis tout le temps. Donc, non, encore beaucoup. Vous avez un rapport très proche, quoi. Très proche. Et j'aime ça, j'aime beaucoup la politique. Je suis ça vraiment. Et aujourd'hui, forcément, vous savez, on a des images bien segmentées, donc je pourrais pas faire de l'info aujourd'hui. Mais moi, j'ai jamais oublié que lorsque j'étais à France 2 petite main, j'ai embauché Nikos. Nikos Aliagas, tout voilà. à fait. Dans l'émission de Christine Bravo à l'époque. Union Libre. Et lui, il faisait des news. Et très longtemps, il a présenté des JT en Grèce et il a été animateur de Star Academy. Donc ça n'avait rien à voir. Mais il a cette capacité. Alors, franchement, j'y arriverai pas. Mais j'ai encore quelques réflexes. Voilà. Hiérarchiser, recouper, enfin voilà. Eh ben, on va suivre tout ça tout au long de non, cette émission. j'ai un droit de réserve, je ne ferai pas trop. Mais non, mais vous allez en parler justement dans cette première partie. Alors, nous allons parler avec Chloé Vautier de l'E3, du E3. Oui, du E3. C'est le premier salon vidéo international de jeux vidéo, c'est ça? C'est parce ça. que c'est compliqué quand même la terminologie. Hein. Alors, on va reprendre depuis le début. On verra ça ensemble après. On va dire aussi qu'il y a Karl Meus qui est avec nous pour anticiper l'actu politique sur les législatives. Bonjour Karl Meus, vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine. Et puis dimanche, on précise, c'est évidemment le premier tour des législatives. Racontez-nous ce qui va se passer, Karl. Bon, vous êtes prêts? On est prêt. Il est 20h. J'annonce les résultats? Allez, bon. On anticipe. Alors, je ne vais pas anticiper jusque-là. On va anticiper un tout petit peu, mais juste, par exemple, sur les noms. Les noms qui vont être prononcés dimanche, les mots les plus importants. Bérésina, vague historique, désistement et triangulaire. Mais passons au premier, Bérésina par exemple. Oui, vous avez une petite idée de qui ça va concerner? Vous suivez la politique? Oui, je suis. On ne va pas vendre le truc, quoi. Ce serait le PS, c'est ça l'idée? PS et les Républicains. Ah oui aussi. Oui, parce que si on en croit les études d'opinion, les deux là vont subir une déroute historique. Il faut savoir que les socialistes étaient à peu près 290 avec leurs alliés dans la précédente Assemblée. On leur prédit là un peu moins de 50 députés. C'est-à-dire Pierre en 93 Exactement. C'était 93, vous savez combien ils étaient? 57. Non, mais Fred, il est trop fort. En même temps, il a le double de ma chronique, donc il a les résultats. Mais alors que vous, mais pas mal. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr, c'est les sondages, je veux dire. Mais les sondages ne se sont pas trompés pour le premier tour de la présidentielle. Donc,
a priori, ils ne vont pas se tromper. Ce qu'il y a, c'est qu'ils donnent des fourchettes par prudence, parce qu'il y a l'histoire du taux de participation qui peut influencer. Mais voilà, on est en gros, pour les socialistes, c'est entre 30 et 50. Donc en tout cas, ça sera moins que 93, qui était la pire défaite jusque-là. Pour les républicains, c'est pareil. On leur promet en gros entre 80, 120, 130 élus, c'est-à-dire moins que la pire défaite qu'ils ont subie, c'était en 1981, où ils étaient revenus 158 députés, RPR et UDF. Donc c'est dire l'ampleur de la vague historique pour La République En Marche. Là. Oui, c'est ça. Là, au moins, on est à peu près sûr que ce terme n'est pas galvaudé. Hein. Vague historique, on y est, parce qu'il va faire mieux que l'UNR de Gaulle en 58, qui n'avait pas obtenu la majorité absolue, alors que là, Macron, non seulement il va l'avoir, mais il va avoir, avec son seul parti, République En Marche, à peu près 400 élus. Juste deux ordres d'idées, on parlait de 80 et 93. En 81, les socialistes raflent 333 circonscriptions sur 491 à l'époque. Et en 93, qui est là une grande vague bleue après début du double septennat de Mitterrand, il y avait 468 élus. C'était mieux, mais c'était pareil, répartition entre UDF et RPR. Karl Meeus, qu'est-ce que peuvent changer les triangulaires dimanche 18 juin au second tour? Alors voilà, chez les Républicains, on compte beaucoup sur les triangulaires en se disant, au fond, s'il y a 3 candidats qui restent qualifiés pour le second tour, je vous rappelle juste la règle, c'est que pour être qualifié au second tour, il faut faire au moins 12,5% des inscrits. Évidemment, ça va dépendre du taux de participation. Si la participation est élevée, c'est plus facile d'obtenir ce score-là, et donc on peut avoir des triangulaires, voire des quadrangulaires. En revanche, si la participation est faible, ce que laissent entendre les instituts de sondage, à ce moment-là, c'est plus compliqué. Il ne peut y avoir que 2 qualifiés pour le second tour. Et là, ce que me disent les élus, les candidats républicains et En Marche, dans des circonscriptions où le FN sera en tête, ce qu'il faut, c'est être deuxième. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, il y a le désistement républicain, et on peut se qualifier. Karl, merci beaucoup de toutes ces précisions. Évidemment, on vous retrouve sur lefigaro.fr, sur le Figaro Live, puisque dimanche, vous allez participer à cette grande émission. Et chaque semaine, votre regard dans le Figaro Magazine, c'est toujours avec un grand plaisir. On voit d'ailleurs la couverture de celui de la semaine prochaine. De cette semaine. De cette semaine, oui. De vendredi. De demain, exactement. Stéphane, une petite question. Souvent, les personnalités ont du mal à donner leur regard d'autant plus sur la politique. Oui. Vous, quel regard portez-vous sur justement ce bouleversement politique français? C'est vrai que moi, je considère effectivement que mon rôle d'animateur n'est pas effectivement de prendre position. Il y en a qui pourraient effectivement dire le contraire, il y en a qui le font. Moi, je reste effectivement dans ma parole publique. J'ai une conscience politique et je m'intéresse, mais c'est effectivement, je m'interdis toujours de prendre parti ou donner mon avis. Voilà, je considère que c'est pas mon rôle. Voilà, je reste un amuseur, en tous les cas. Voilà, c'est pas mon rôle. Maintenant, effectivement, c'est passionnant. Moi, je suis toujours répété, j'ai beaucoup voyagé, de l'extrême culture et conscience politique des Français. On est l'un des pays les plus éduqués de ce point de vue-là. Les Sud-Américains sont pas mal. Moi, je suis assez épaté quand je suis allé. Voilà. Mais il y a des pays qui n'en ont rien à faire, qui ne connaissent rien, qui s'en foutent un petit peu. Ils suivent vaguement, ils vont dans leurs élections, etc. Mais les Américains, vous savez, le taux de participation est faible aux États-Unis. Et on est un pays incroyablement. Et les Australiens, c'est un roman. On est un pays fascinant pour ça. Et ça, j'aime bien. C'est-à-dire que c'est une discussion. D'abord, on ose en parler, même si c'est très clivant. En Amérique, c'est tabou. Vous parlez politique, c'est très compliqué. Bon. Et moi, j'aime ça. J'aime cette idée qu'on est un pays où les gens ont un avis. On confond des choses. C'est tellement complexe. Voilà. On a le regard un peu distancié, entre guillemets, tous pourris des hommes politiques, c'est à peu près mondial. Mais on a quand même, on dit ça, mais malgré tout, on s'intéresse. Voilà. Et ça, j'aime l'idée d'appartenir à un peuple, entre guillemets, qui s'intéresse à sa vie démocratique. Et qui se mobilise et qui est au rendez-vous quand on sollicite. Oui, voilà, alors on est à l'heure, on fait des manifs, on fait des trucs, on bat les records du monde, on se fout de nous pour ça, parce que c'est vrai qu'on a un côté... En revanche, c'est vrai que je pense que la conséquence, elle n'est pas forcément bonne, c'est une forme de déprime nationale. Et encore une fois, moi qui ai beaucoup voyagé, je suis assez sidéré de voir à quel point on est un pays incroyablement chanceux et incroyablement mélancolique. Et ça, c'est pas que des statistiques ou des sondages, moi je le vois. Je le vois, je sens les choses, je sens un truc, et c'est vrai qu'il y a une sorte on se marre quand même, mais il y a quand même une tristesse, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, une sorte de pessimisme un peu. Ouais, voilà, un pessimisme français que dans beaucoup de pays il n'y a pas.
Et pourtant des pays qui ont parfois des situations bien pires que les nôtres. Merci Stéphane. Nous sommes évidemment toujours en direct sur Figaro Live, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez à Stéphane Rothenberg, notre invité aujourd'hui, et on les lui posera tout à l'heure en direct pendant l'interview qu'on lui consacre. Charlotte, je vous propose qu'on anticipe l'actualité vidéo. Oula. Eh oui. Avec Chloé Voitier. Avec Chloé Voitier. Bonjour Chloé. Alors, s'ouvre à Los Angeles mardi le plus grand salon de jeux vidéo. Vous prenez l'avion demain matin pour couvrir cet événement exceptionnel. Alors, qu'est-ce que l'E3 et pourquoi c'est un immense salon? Alors, effectivement, le salon de l'E3, donc déjà E3, pourquoi? C'est l'Electronic Entertainment Expo. À 3E. Ouais, voilà. Ah, 3 voilà. 3E. Non, mais Voilà. parce que je voyais, dans le regard de Karl comme un grand vide d'un seul coup et je me suis dit, je Oui, parce que là, j'ai pris l'effet miroir. Comme Ça n'est pas votre spécialité, Karl. Non, ça, Alors, je le confirme. 3, voilà. Donc 3E 3E. et pendant 3 jours. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça se déroule pendant 3 jours à Los Angeles. L'idée, c'est de rassembler toute l'industrie du jeu vidéo qui vont présenter leurs nouveautés au marché. D'accord. Donc vous avez aussi bien Sony, Nintendo, Microsoft qui sont présents. D'accord. Vous avez aussi Activision, Ubisoft, Electronic Arts, enfin bref, les plus grands acteurs du jeu vidéo qui viennent exposer durant 3 jours leurs nouveautés aux médias, évidemment, Oui. mais aussi et surtout aux acheteurs de la grande distribution Oui. qui préparent un peu leurs emplettes pour les fêtes de fin d'année. Et on voit les images, mais alors vous êtes en train de nous expliquer, sauf erreur ou omission de ma part, ce n'est que pour les professionnels, ce n'est pas pour le grand public? Alors pendant très longtemps, ça a été réservé exclusivement aux professionnels, ce qui était envié par bien des fans de jeux vidéo qui on rêve d'y aller, on peut enfin toucher du doigt les jeux qui sortiront à Noël, voire même bien après. Là, c'est en train de changer. Cette année, pour la toute première fois, les joueurs peuvent aller à l'E3 à condition de payer un billet qui commence à 200 $. Ah, quand même, oui. Il y en a- être passionné. Là. Oui, ouais, il faut c'est être vraiment passionné. passionné. Eh ben, il y a eu 15 000 billets qui ont été mis en vente, ils ont tous été vendus. Ah, c'est bien Vous ça. savez en combien de temps? Ils ont été en quelques semaines, ça a été assez vite. Ouais. Donc il va y avoir donc, non seulement toute l'industrie et en plus des passionnés qui seront présents. Donc il y aura beaucoup de monde dans Et alors, quand ce est-ce que salon. ça commence? Alors qu'on suive bien et qu'on soit dans le tempo. Alors le salon lui-même commence mardi midi à l'heure de Los Angeles. Il fermera ses portes jeudi en fin de journée. D'accord. Mais en fait la fête commence bien avant. Elle commence dès le samedi, dimanche, lundi. Parce que chaque constructeur, chaque éditeur organise sa propre conférence. D'accord. Donc c'est un grand show. C'est le grand show. C'est le grand show. On est là pour montrer tout ce qu'on a sous le coude pour les mois et les années à venir en disant voilà nos grands jeux, voilà ce qu'on vous prépare, voilà toutes les surprises qu'on a gardées pour vous, voilà notamment nos nouvelles consoles. L'idée, c'est de faire rêver. Et ces shows sont retransmis en direct sur Internet. Donc, vous avez des horaires pour ceux Oui. qui nous suivent? Alors, par exemple, pour Microsoft, ce sera dimanche à 23h, heure de Paris. alors, je répète, Microsoft, 23h, heure de Paris. Dimanche. Dimanche, pardon. Dimanche. Ensuite, quand vous aurez fait une toute petite nuit, dès 6h du matin, vous pourrez enchaîner avec la conférence de Bethesda. Ah oui. Il ne faudra Et pas puis- oublier Charlotte Bethesda Voilà. à 6h. Sur le pont. Après le travail, à 22h, ce sera Ubisoft. Ouais. Et à 3h du matin, pour les très courageux, ce sera Sony. Fred, donc. Donc, très courageux. Et alors, côté annonce, qu'est-ce qu'on attend des trucs de dingue? C'est Alors, quelque chose qui est sûr qui sera annoncé dimanche, donc 23h pendant la conférence de Microsoft, c'est ce qu'on appelle la Scorpio. Donc, c'est une nouvelle version de la console de Microsoft, donc, qui s'appelle la Xbox One. Donc, c'est la même, en mieux. En beaucoup plus puissante. Voilà. Donc, il sera beaucoup plus puissante. C'est ce qu'ils annoncent. Ils annoncent même, je cite, la console la plus puissante jamais créée, qui sera capable d'afficher des graphismes compatibles avec les écrans 4K. Enfin bref, ce sera un bijou de technologie. Donc, on attend de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va être vraiment la grosse annonce côté hardware, donc côté console. Côté jeu, alors il y a plein de petites choses qui sont prévues. Allez, Alors, vous allez nous donner un petit scoop. Allez. ah, Non. Non. si vous me demandez Gentiment. gentiment, tout ce que je peux dire, Ouais. c'est qu'il y aura sur le Figaro.fr lundi soir un article exclusif sur une des grosses annonces côté jeu Ah ben ça, qui se c'est voilà, déroulera à ça. Los Angeles. Eh bien, ça, c'est Voilà. une Mais je ne une peux belle pas On peut pas en info. savoir plus. Ah non, Même je pas peux le. Non, dire moi, j'ai plus. essayé. Non, Ça non, fait des Même pas le heures que fabricant, j'essaie. même pas le. non, je peux pas dire. Non, non, là c'est. Il n'y a pas un indice. non Embargo total. D'accord. Embargo D'accord. Bon, total. alors, Oui. ça veut dire que lundi soir, sur le Figaro.fr, vous lirez un article qui vous annoncera donc le scoop de Chloé Et comment Vautier. il a été, Et comment ce jeu a exactement. été fait. Voilà. Merci beaucoup Chloé Vautier. On vous suit évidemment donc sur le Figaro.fr et dans le Figaro pour suivre cet événement en particulier qui est le 3 et puis évidemment connaître
cette annonce, ce jeu mystère qui va arriver. Stéphane, j'ai une question parce que là, je vais reprendre ce que devait dire Charlotte. Ce qu'on appelle se marcher sur les pieds. Non, mais je le fais parce que tout à l'heure, vous nous disiez non, mais vous pouvez vous marcher dessus, c'est pas grave, c'est la spontanéité. Donc, allons-y. Allons-y. Vous qui êtes quand même baroudeur, on en parlait. On vous appelle le baroudeur d'M6. Oui. Voilà, je prends, mais bon. C'est Pékin voilà, Express. je bouge. On vous imagine mal, justement, on parlait de jeux vidéo, jouer aux jeux vidéo. Alors, c'est pas faux. Statique. C'est pas mon. Alors, je suis assez contemplatif quand j'ai l'opportunité. Alors, rarement avec le jeu vidéo. J'aime pas les jeux vidéo. Enfin, c'est pas mon univers. Sauf, comme j'aime la voiture, et je détestais les jeux de voiture avant. C'était des trucs d'arcade, des trucs un peu voilà. Et maintenant, il y a 2-3 jeux qui sont à la limite de la simulation. Ridge Racer. Non, alors si on donne des noms, c'est Corsa, c'est Forza, c'est Gran Turismo. Et c'est vrai que du coup, j'ai chez moi un volant, un siège, etc. Et moi qui ai conduit, bon, moi maintenant, mais à peu près toutes les voitures du monde, je retrouve, et je peux dire c'est assez fascinant, même si bien sûr j'ai pas un siège dynamique, etc. Je retrouve les sensations on change de voiture, et du coup je peux passer, alors pas beaucoup de temps parce que je me lasse assez vite, mais j'arrive quand même. Alors donc c'est pas très ludique, enfin c'est ludique, mais je veux dire, je suis dans la simulation. Là vraiment, quand le jeu vidéo se rapproche de la réalité, je m'en fous de pouvoir jeter des missiles ou faire un Mario Kart, des choses comme ça. En revanche, oui, ça j'ai acheté. Parce que ça m'amusait de me conforter. Donc vous avez un siège baquet chez vous? Ouais. Ah ouais. J'ai une salle avec même. les sensations, les vibrations dans le fauteuil. Il n'y a pas de vibrations, mais oui, j'ai une salle avec un grand écran et le logiciel et machin. Alors, vous qui avez piloté, par exemple, le pilotage sur glace, qui est un pilotage très fin. Oui, je suis pas très bon, ouais. Il le propose, ça, aussi, dans le jeu? Alors oui, il y a plein de choses. Oui, il y a des choses, mais on peut piloter surtout des choses qu'on ne pilote pas tous les jours. Sur des circuits que j'adore, le Nürburgring, Spa, etc. Ça nous amène plus tard pour les 24 heures du Mans. Mais voilà, il y a des circuits magiques. Moi, les circuits qui n'existent pas, avec des virages improbables, des pistes trop larges. Mais quand c'est des vrais circuits modélisés, certains que je connais, il y a même les boss. Vous savez, vous avez même une petite bosse avant un freinage, vous l'avez, c'est fascinant. Et ils ont vraiment bossé incroyablement. Le trophée Andros, par exemple, vous l'avez... Alors, c'est compliqué, c'est 4 roues directrices, un peu bizarre, c'est des voitures un peu étranges. Ça, j'ai pas encore fait, non. Vous n'avez jamais participé au trophée Andros? Non, j'ai jamais fait. Mais encore une fois, je suis pas pilote. J'étais journaliste automobile, ça a été mon métier, donc je suis à peu près à conduire et relater ce que je ressens. Mais si j'avais le temps, en tous les cas, je me mettrais un peu à ça. Ça, j'ai sûr que j'aimerais bien, ouais. Mais c'est chronophage, c'est un vrai art, le pilotage. Ça me paraît dérisoire, mais c'est un vrai art. Et il faut vraiment s'y mettre, et j'ai pas le temps. Mais c'est bien, parce que tout à l'heure, on parlera des 24 heures du Mans. Voilà, vous aurez d'autres choses à dire sur le sujet. En dehors de la lecture que vous affectionnez particulièrement, il y a quelque chose qui vous détend? Il y a plein de choses. J'ai plein de passions. Alors, les choses toutes bêtes. Alors, quand je lis des livres, c'est essentiellement pour rattraper la culture que j'ai. Donc, c'est essentiellement des essais et des documents. L'onirique, pour moi, c'est plutôt le cinéma. Je suis un vrai cinéphage. Pas cinéphile parce que je ne suis pas cahier du cinéma. Mais en revanche, des années 30 jusqu'aux années 80. Alors là, vous dévorez. Je dévorerai. Et puis l'actualité, quand même, les films actuels, bien sûr. Mais je suis, je pense, le dernier à acheter des DVD, des Blu-ray de vieux films. Je pense que personne ne fait ça. Je vois bien. Non, des DVD quand même. J'essaie d'avoir un truc. C'est l'image m'ennuie quand c'est vraiment une image dégradée. Ouais. Mais voilà, alors je me plonge, j'ai forcément mon panthéon personnel et oui, non, j'adore ça. C'est bien. Génial. Merci beaucoup. On est déjà à mi-parcours. Ah ben oui. On est compte, je suis un peu prolixe, hein, c'est ça. Non, mais c'est ça, mais on est déjà à mi-parcours. Donc, nos deux invités de cette première partie, Karl Meus, à bientôt. Bon courage, parce que là, ça envoie quand même à dimanche. Chloé, bon voyage. Bon voyage, Et profitez puis, bien. on va vous suivre et on se dit que lundi soir, le scoop de Chloé Vautier sur lefigaro.fr pour les vidéos. On vous laisse repartir. On vous tout de laisse suite. repartir par les Voilà. coulisses. Par les coulisses, bien entendu. Merci Karl, merci Chloé, à part ta très vue, très hein. bientôt. Mais c'est ça. Très bien. C'est ça. C'est ça la magie de la télé, c'est naturel, c'est la vie. Maintenant, Stéphane Rothenberg, on va parler de vous, n'est-ce pas Fred? On va essayer. Alors, Stéphane Rothenberg, qui êtes-vous? Je ne vais pas vous raconter de salade, Stéphane. Ouais. Je pensais qu'en 2 coups de cuillère à peau, je pouvais raconter votre vie par le menu. Et là, sous couvert d'une certaine bonhomie, je me suis retrouvé en pleine déconfiture. Angoissé, stressé. Je me disais, les carottes sont cuites, c'est la fin des haricots. Comment présenter ce journaliste, animateur, producteur de télévision? Je me suis pressé le citron pour ne pas être acculé dans l'épreuve de la dernière chance. oui. Un Pékin moyen? Non. Express? Oui. Vous êtes ici et ailleurs, sans ostentation, fast club, vous pilotiez. Bref, vous êtes ce qu'on voit de l'extrême, presque partout. Vous êtes au top, chef. Et pourtant, vous avez cherché qui est la taupe. C'est vrai. Et puis, il y a quelques minutes, vous êtes arrivé, cerise sur le gâteau, souriant, comme à la télé, décontracté, cool, palmelon, quoi. Vous avez brisé la glace, sans pour autant, comme diraient nos amis anglais, faire un ice show. Stéphane Rothenberg, qui êtes-vous? Justement, on va essayer d'en savoir plus avec Charlotte. En tout cas, merci d'être notre invité.
Non, il a mis toute petite de mes émissions. Genre, c'est pour ça, il a fait effort, il a réussi. Stéphane Rothenberg, vous faites évidemment partie aujourd'hui des visages familiers de la télévision. Vous êtes ce qu'on appelle un animateur populaire. Quel regard vous portez aujourd'hui sur votre parcours ? C'est pas forcément pas celui que j'imaginais, parce que j'ai longtemps été derrière la caméra, même à embaucher, enfin à embaucher des animateurs. Donc c'est le paradoxe. J'ai commencé à l'antenne, j'avais 30 ans. Et c'est vrai que donc je savais plein de choses. Je me méfiais de plein de choses. J'avais appris à anticiper les risques de pas trouver de travail. Enfin bon, il y a plein de choses. Bon. Mais je me suis quand même fait avoir sur 2-3 choses. Alors, on ne peut pas connaître les émissions qui marchent et celles qui ne marchent pas. Et ensuite, on est, positivement ou pas, prisonnier du genre. On vous voit, vous m'avez dit, baroudeur d'M6. On me voit, donc voilà, on est très vite, c'est très dur d'avoir plusieurs emplois. Et c'est vrai que moi, j'ai essayé de faire plein de choses différentes. Ce qui est assez difficile, parce qu'après on dit, mais vous faites trop de choses, ou on ne sait pas où vous êtes, etc. etc. Voilà. Ensuite, je me suis aussi méfié du star system. Je fais un petit peu attention à M6, c'est plus facile de se guérir de ça. Mais voilà, il y a plein de choses. Alors le regard, c'est étonnamment stable, je m'en sors pas trop mal, mais c'est pas du tout ce que j'imaginais. Pas du tout. Voilà. Pékin Express, j'ai refusé. Et aujourd'hui, vous savez, c'est un petit peu comme les chanteurs. Un chanteur, vous citez, même quand il a fait 400 chansons, vous en citez 4-5 au mieux, même les plus grands. Les acteurs, au mieux, même sauf quand vous êtes femme, vous citez 4-5. Un animateur, c'est pareil. Si vous citez De Chavannes, vous allez citer 2-3 émissions. Si vous citez Foucault, vous allez citer 2-3. Si vous citez Nagui, 1 ou 2, 3, pareil. Alors que c'est des énormes animateurs. Tout à fait. Et en fait, on est réduit. Même avec 20, et vous avez vu, j'ai fait plein d'émissions, moi, on va me parler, ça dépend de ces gens, mais on va me parler de 2-3 émissions. C'est comme ça, il faut accepter ça. On est essentiellement ses succès, réduits, entre guillemets. Heureusement, peut-être d'ailleurs. Les échecs, Dieu merci, on les oublie, il faut se le dire, on se les prend dans la figure, les échecs qui partent. Mais voilà, non, j'ai un regard surpris, c'était pas ce que j'imaginais, mais je m'y adapte, c'est plutôt pas mal. Vous parlez du succès que vous rencontrez, vous citez des noms d'animateurs, des gros poissons, on va dire. En ce qui vous concerne, malgré votre succès, parfois on l'oublie votre nom. Vous l'expliquez comment ? Bien sûr, il est compliqué. Je suis un animateur de format. Et donc, c'est le hasard, c'est pas un choix. Mais du coup, il faut toujours garder ça à l'esprit. Dans mes émissions, les vedettes, ce sont soit les candidats, soit les invités, etc. Vous savez, l'animateur qui est au centre du truc, c'est essentiellement les jeux et les talks. Si vous ne faites pas un jeu ou si vous ne faites pas un talk, il ne faut surtout pas avoir pensé que vous êtes au centre du truc, ou alors c'est suicidaire. Et puis en plus, étant journaliste, j'accepte tout à fait l'idée, un ancien journaliste, que dans Top Chef, c'est mes chefs et mes candidats. Je ne vais pas commencer moi à bomber le torse. Dans Pékin Express, c'est des candidats. Je ne vais pas commencer moi à mettre en avant. Il faut accepter l'idée. C'est plus facile quand on a une formation de journaliste, on n'a pas etc. Donc j'ai accepté cette idée. Donc bien évidemment, mais ça a un avantage. C'est que ça vous carbonise moins, voilà. Ça vous démode moins. Voilà. C'est un petit peu comme un chanteur qui n'écrit pas ses chansons. Un compositeur, une fois qu'il n'est plus dans la mode, il est battu. Les plus grands chanteurs de tous les temps, attention, je ne me compare pas bien sûr, c'est juste pour vous expliquer, Johnny, Sinatra, etc., prennent les chanteurs de compositeurs. Donc ils arrivent à rester pendant 30 ans, alors que généralement, quand vous êtes compositeur, une fois que vous répétez, ça change. Voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que je suis un chanteur. Ça vous permet de garder les pieds sur terre d'une certaine façon. Ouais, vaut mieux. De relativiser. En préparant cette émission, Stéphane Rothenberg, j'ai appris que dans votre vie privée, vous vous définissez comme quelqu'un de politiquement incorrect, allant jusqu'à dire que parfois certaines de vos positions choqueraient. Et pourtant, on vous reproche parfois justement d'avoir une image un peu trop lisse. Comment vous expliquez ce contraste ? Pour la même raison, c'est-à-dire que c'est con, hein, mais je pense toujours. D'ailleurs, ça me pose effectivement sans doute un problème de starification, mais je pense toujours au programme. Donc, je fais ce qu'il y a de mieux, ce que je crois être le mieux pour le programme, parce que je pense in fine, en plus, tant mieux, vaut mieux être voilà. Et bien évidemment, ce qui marche, c'est aussi des aspérités, des choses qui vantent. Donc voilà. Donc oui, je le reconnais, j'ai peut-être tort, mais je fonctionne à l'instinct. C'est-à-dire que je me dis. Je ne vais pas commencer à faire un numéro de claquette dans Top Chef. Je ne le vois pas, je ne le sens pas. Forcément, du coup, il y a un côté, il est sympa, mais voilà. Mais je ne le vois pas faire autrement. Mais c'est effectivement, si j'étais... Y a pas de nouveau, ça n'arrivera pas dans les prochaines fois. Mais si j'étais sur un talk show ou un truc, peut-être que je pourrais plus me laisser aller. Je crois qu'aujourd'hui, en télévision, il faut faire très attention. Dès qu'on bouge une oreille, c'est quand même compliqué.
On est tout de suite mis dans des cases, donc c'est difficile d'en sortir. Vous êtes animateur, évidemment, et on vous connaît comme ça essentiellement, en tout cas le grand public, mais vous êtes producteur aussi. Vous produisez des émissions à la télévision, et vous dites que ça vous fait kiffer d'être novateur, d'oser, de prendre aussi le pied de la concurrence. Fred avait une interrogation par rapport à ça. Quand on en a parlé avec Charlotte, je me suis dit, mais, oui, animateur, oui, mais qu'est-ce qui est produit? Parce que vous ne survendez pas les choses. Non, parce que c'est une toute petite, je suis un petit producteur. Montagne rouge. Voilà, d'abord, je fais des choses qui sont sur W9 et sur M6. Donc, je produis en ce moment les émissions musicales de W9 pour l'essentiel. J'ai une voiture pour M6 longtemps, pour W9 parce que j'aimais ça. Après, mais effectivement, ça c'est autre chose. Je fais des programmes avec la régie, des publicités, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que je communique pas du tout sur cette partie-là de mon métier parce que j'ai parfois un peu de temps, mais parfois pas du tout. Donc, voilà. Mais c'est important. Oui, c'est important. En fait, il y a animateur, c'est un vrai métier, hein, c'est pas si simple. Non. Mais j'ai toujours voulu garder autre chose, pas m'enfermer dans l'attente stressante du prochain rôle. Donc voilà, du coup, ça permet. Mais vous préférez quoi finalement, l'ombre ou la lumière? La télévision est très ingrate parce que le plus gratifiant, c'est l'antenne. Parce que c'est le plus dangereux aussi, parce que vos échecs, etc. Mais forcément, c'est le plus gratifiant. Et c'est aussi quand même le plus facile. Vous ne pourriez pas vous en passer? On s'y prépare tous les jours. Vous savez, il faut toujours se dire que l'émission qu'on fait, c'est peut-être la dernière. Exactement comme les acteurs quand ils font un rôle. C'est Gabin qui disait ça, le Ventura, je crois. Il disait, voilà, sache que le rôle que tu fais, c'est peut-être le dernier. Donc, je me prépare. Vous savez, c'est quoi, en définitive, votre philosophie par rapport à l'échec, justement? On ne le prend jamais bien. Hein. Mais j'ai pas de philosophie. Je le prends toujours très mal. Mais on s'en relève. Mais on le prend toujours très mal. Hein. Je peux vous dire que je déteste, et chaque fois que ça ne marche pas, Dieu merci, il faut que ça arrive moins souvent que l'inverse, mais le 9h03, 9h04, 9h5, 9h6, 9h7, de toute façon, vous le savez très bien, parce que moi, je n'ai pas les audiences, donc on me les donne. Vous savez, moi, j'ai mon portable, le matin, il est sur vibreur. Si à 9h10, je n'ai pas entendu, c'est que j'ai fait une mauvaise audience. Parce qu'on se précipite pour vous annoncer une bonne nouvelle et on déteste vous annoncer une mauvaise. Donc vous savez que vos patrons, et c'est pas que vous n'existez plus, c'est qu'on n'a pas envie de vous annoncer une mauvaise nouvelle. Et donc si j'ai pas de message, il y en a quelques-uns qui osent le faire, mais ils sont très rares ceux qui vous appellent à 9h07, il faut dire bon ça n'a pas marché, mais bravo, je sais pas quoi, ou mais t'inquiète pas, etc. Ils le font, mais à 10h30. Ou à 11h ou 18h. Ils vous laissent digérer avant. Ouais, voilà. donc et ça, je m'y fais toujours pas. C'est toujours désagréable. Parce que c'est vrai qu'il y a une vraie pression. C'est un investissement que vous avez. Parce qu'il y a des millions de gens qui doivent regarder l'émission. Donc c'est quand même un challenge extrêmement compliqué. On est sur des millions de gens. Comme vous vous ici. rendez compte? Oui. Donc c'est difficile. Justement, à propos d'émission, vous venez de finir le tournage, je crois, des Rois de la Foire, qui est un programme de type concours qui doit désigner le meilleur vendeur, le meilleur marchand ambulant de France. Ça sera bientôt diffusé sur M6, on l'imagine. Et puis vous partez cet été en tournage pour un nouveau jeu d'aventure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Très peu de choses. Mais je peux vous dire 2-3 choses. Je pars la semaine prochaine. Donc déjà, c'est extrêmement... voilà. La Fierté, c'est un nouveau format, c'est une création. C'est une création d'M6 qui a développé le programme avec Thierry Guillaume. Thierry Guillaume, il a produit Pékin Express pendant des années. Donc Thierry Guillaume est un très grand producteur de jeux d'aventure. Et avec M6... parce qu'il n'y a pas de format dans le monde, il n'y a pas beaucoup de formats d'aventure. Ils ont créé un format formidable, voilà. Enfin, je crois. Et donc voilà, on part et je peux pas vous dire je peux pas vous dire le titre. Jeu d'aventure. Alors, si je peux aller plus loin, il y a une notion de course. C'est un jeu, mais c'est une course. Et une notion de survie. C'est deux ingrédients exceptionnels pour l'aventure. La survie, on voit à peu près ce que c'est. Et la course, on l'a fait sur Pékin, où il n'y avait pas de survie là par contre, mais voilà. Et ces deux notions harmonisées créent, je crois, un format tout à fait singulier. Bien sûr, on aura des paysages de rêve. Bien sûr, on va être dépaysé, on va vibrer, on va être bluffé. Je crois, j'espère. Vous allez donner de votre personne aussi? Alors moi, oui, un petit peu. Alors moins que ceux qui participent, c'est le principe de l'animateur. Mais oui, c'est des programmes exigeants sur le plan physique, personnel, etc. On bosse beaucoup, c'est compliqué. Vous êtes surtout quand c'est une création. Vous êtes un peu préparé? Alors, on fait des analyses. C'est babiole, hein, mais préparé. Alors, sur le contenu, pas tant que ça. Physiquement. Test à l'effort.
Alors, plus que ça, test hypoxie. Je ne sais pas si vous D'accord. savez ce que c'est que vous pédalez, on vous met un masque, Oui, on vous retire absolument. l'air. Ouais. C'est Pour sympa. vous préparer, voilà. Alors, il paraît qu'il y a 3 ou 4% des gens qui tombent dans les pommes sur ce truc-là, mais plus par panique que Oui. pour des incapacités physiques. Et ensuite, voilà, moi je l'ai passé, paraît-il, à la main, tant mieux. Donc, voilà. Non, oui, je me prépare à avoir froid, à avoir chaud, à ces conditions un peu rustiques. Ouais. Toujours pas d'hôtel, toujours pas de choses comme ça. Bon, voilà, on verra bien. Mais ouais, on a hâte d'y aller. Et c'est une grande partie de l'équipe de Pékin Express qui fait ce programme-là, même si ça n'a rien à voir, c'est une création. Mais ce sont des gens que j'aime bien, avec qui j'ai fait le monde entier pendant des années. Et on est très content de repartir à l'aventure. Et on verra ça quand alors? Alors ça c'est la question à 1 000 € parce que vous pensez bien que on fait tout pour que nos amis de TF1 ne sachent pas quand est-ce qu'on démarre pour pas nous mettre un truc en face. D'accord. Donc, on ne dit ça, rien. on ne dit pas. Ça, on ne dit pas. D'accord, bah alors on ne le dira pas. En tout cas, Stéphane Rothenberg vient de nous dire qu'il partait pour M6 la semaine prochaine pour un nouveau jeu d'aventure. Voilà. Au nom mystérieux. Non mystérieux. Ça ouais. va s'appeler comme ça, au nom mystérieux. Non, mais pour tout vous dire, le titre a été quasiment acté hier. Ouais. Quasiment, Ouais. c'est-à-dire on part dans une semaine. Il faut quand même que je dise bonsoir, bienvenue dedans. Et je Un crois mot, que... un des mots du titre. Une lettre. Une lettre. Bon, on ne Rien. saura rien. Vous n'êtes pas sorti de ce Il studio. y aura Moi, un je vous E le dis, quelque Stéphane, part, hein. peut-être. Je sais Non, même pas non, où. moi, je vous le dis. Hein. On va appeler nos autres chroniqueurs. Oui, En attendant, Fred, on a Quelques les questions. internautes qui ont plein de questions à vous poser, auxquelles on va consacrer un peu de temps maintenant. Ouais. Marie nous Oui, demande, Marie. bonjour Marie, elle nous Bonjour. demande quelle est la candidate ou le candidat, toute émission confondue, qui vous a le plus marqué. Waouh, très dur. On fait vite, hein, Stéphane, comme ça Très, on va très dur. on va en prendre un. Bah quelques candidats Top Chef, incroyables. Je dirais, allez, le dernier, Franck Pelux, qui a perdu Top Chef cette année, mais qui est exceptionnel. Je lui rends hommage, j'adore Jérémy qui a gagné, mais Franck est incroyable. Voilà, D'accord. mais il y en a tellement. C'est moi autre. que j'ai posé cette Ah, question-là vas-y, parce que vas-y, c'est une vas-y. question un peu girly, et même si c'est un homme qui la pose. Il dit Stéphane Rothenberg a un faux air de Tom Cruise aujourd'hui. Vous ne trouvez pas? On ne Oui. sait pas. Alors, Je ne voulais pas la poser, celle-là. je prends. Ben oui, C'est bien un sûr qu'il faut compliment. prendre. Une merci. petite question vite fait. Est-ce que vous aimeriez animer une émission style télécrochet comme The Voice ou La Nouvelle Star? C'est Roland qui pose cette question. Ouais. Alors, j'adore ces gros barnums de prime en plateau. Alors, c'est peut-être parce que j'en ai très peu fait. J'en ai fait quand même. Hein. Mais c'est vrai que l'idée... Alors, tout le monde a envie de partir de la plaine Saint-Denis et de partir au bout du monde. C'est normal, parce on veut autre chose qu'on n'a pas. Et c'est vrai que c'est génial de partir. Et c'est vrai aussi que c'est genre de grosses... c'est la télévision, quoi. Hein. Voilà, les lumières, les machins. J'aime bien, j'en ai fait quelques-unes. Mais j'aime bien ce genre d'émission. Et j'ai la dernière d'Ivar là, qui demande un métier si vous n'aviez pas été animateur. Journaliste en 1, vraisemblablement, parce que je l'ai été, et ça a été mon premier choix, et je le serai encore aujourd'hui. Je me dis, ça tourne mal, je pourrais être rédacteur en chef quelque part. Donc ça, c'est mon premier truc. Et, alors, je vais faire quelque chose de très trivial, mais je pense que je serai un assez bon vendeur. Et je pense que je vendrai des voitures pas trop mal. Alors, juste Voilà. avant Mais, qu'on- et voilà, je Voiture ferai ça neuve, bien. voiture neuve ouais. ou d'occasion? Ah non, donc, des voitures anciennes, voitures anciennes de sport, collection. des choses, ouais, des trucs un peu sympas. Juste un tout petit détail, parce qu'on me pose la question, et puis dans l'oreillette, j'ai pas bien noté le titre de la prochaine émission. Ça ne marchera pas. Ça ne marche Non, pas. mais je serais viré dans la seconde. Oh bah non. On sait jamais. Fred, on va accorder juste une toute dernière question à Damien qui nous suit en ce Oui, moment et Damien. qui demande quel est le domaine que Stéphane affectionne le plus, les jeux d'aventure ou les émissions de cuisine? Oh là, c'est compliqué. c'est pas simple, hein. Non, allez, l'aventure dans ces cas-là. Si je devais me couper l'un de mes deux bras, en l'occurrence, puisque Oui. je suis sur les deux, où est l'aventure? Parce que le voyage est une addiction. Je comprends les marins, ça n'a rien à voir, hein. Je comprends les marins qui sont très contents de revenir, mais qui ont hâte de besoin de repartir. repartir. Quand on est là-bas au bout du monde, je peux vous dire qu'au bout de 5 semaines, on a envie de revoir les siens, et on est content de rentrer, mais au bout de 2-3 mois, on a envie de repartir. Et ça fait quelques temps que je ne suis pas parti, et je suis ravi de repartir, parce que c'est vrai qu'il y a une forme d'addiction très bizarre au voyage. Et vous êtes chanceux de pouvoir faire les Je deux. suis à une sorte de petit Pierre Lotti au petit pied. Hein. C'est joli. Merci, j'espère qu'on a passé un bon moment ensemble. Mais Alors, très bon. deuxième partie de l'émission. On enchaîne tout de suite. avec nos nouveaux chroniqueurs. Ah, mais ils sont les bienvenus. Nous allons parler maintenant. On les accueille tout de suite. Eh oui, ils arrivent. Alors, il y a Nicolas Voller. Nicolas Voller et surtout Laurent Louette aussi, qui Comment est ça là, va, Laurent qui, pied au plancher, nous parlera des 24 heures du Mans. Et Nicolas Voller, qui va nous parler de télévision. Bonjour. Salut. Alors, Nicolas, vous êtes rédacteur en chef du TV Mag et vous êtes venu nous parler de ce grand moment de télévision radio qui s'appelle le Mercato.
Exactement. Alors, mercato estival. On commence par le plat de résistance, donc, groupe France Télévisions, en pleine ébullition, avec l'annonce du départ de David Pujadas. Alors, vous dites ébullition, moi je dirais même un volcan en éruption. Ouais. Là, France Télé, en ce moment, c'est vraiment la folie totale. Ça a commencé avec Georges Pernou, il y a 3 semaines, de manière assez discrète. Il l'a dit à TV Mag, j'arrête. On était même très surpris, parce qu'il n'y avait pas eu de signe avant-coureur. Certes, son émission n'était plus programmée de manière hebdomadaire, comme c'était le cas avant, mais effectivement, ça a été un premier signe. 42 ans d'existence, quand même, d'émissions. Ça, c'était assez surprenant. Extraordinaire, oui. Et puis, évidemment, après, il y a eu le choc. David Pujadas, un départ dû à la fois à plusieurs choses. Il était un peu dans le viseur de Delphine Ernotte, il faisait partie de cette espèce de rajeunissement que la patronne de France Télé avait décidé, et aussi évidemment de la faute de Michel Field, qui n'a pas su fédérer la rédaction et l'info, qui est parti depuis et qui a donné sa démission. Ça, c'était vraiment le coup de tonnerre, et notamment le remplacement par Anne-Sophie Lapix, qui quitte donc France 5 pour reprendre un JT qu'elle avait connu à TF1 à l'époque, qui est une excellente journaliste, très différente de David Pujadas dans le style. Et puis enfin, le dernier, last but not least, William Lémergie. Alors là, c'est pas 42 ans, mais c'est quand même 32 ans de Télématin. C'est quand même assez exceptionnel. Alors lui, direction C8 pour la tranche du midi, dans laquelle il va remplacer Daphné Burki. C'est un vrai changement de carrière. Il a fait valoir ses droits à la retraite, etc. Donc ça va être assez différent. France Télévisions a quasiment tout à reconstruire, et notamment les après-midi. Tous les noms que vous citez, surtout William Lémergie, est-ce que sont les conséquences du jeunisme voulu par Delphine Ernotte? On peut quand même le penser. Ça avait commencé l'an dernier, souvenez-vous, il y a eu Julien Lepers qui a été le premier, il y a eu Patrick Sabatier qui a suivi. Évidemment, Lémergie, Pernou, Pujadas. Vous avez vu le point commun, tous des hommes blancs de plus de 50 ans, ce que Delphine Ernotte, évidemment, avait promis de commencer à éradiquer de sa chaîne. Voilà. Ça arrive, il reste dans quelques mois. Vous ne travaillez pas pour Delphine Ernotte. Ça va, vous avez encore un peu de temps. Mais effectivement, on le voit, Michel Drucker, sur le plateau du Boss Télé l'année dernière, avait déclaré que ce jeunisme à tout prix était le racisme de l'âge. Une déclaration assez forte. Alors, Michel Drucker a sauvé sa place et il est encore là aujourd'hui. Mais surtout avec David Pujadas, c'est la première fois que Delphine Ernotte s'attaque à l'info. C'est ça, c'est pour la première fois, on voit bien que les journalistes sont la grande attraction du mercato de l'été. Absolument. L'année dernière, c'était les animateurs, beaucoup. Et là, vraiment, les journalistes, alors on va citer pêle-mêle Yves Calvi, qui arrive sur Canal+, en access, c'est-à-dire que Canal+ va relancer, alors ce ne sera pas le grand journal, ce ne sera pas nulle part ailleurs, ce sera un access présenté par Yves Calvi, peut-être évidemment autour de l'info, j'imagine. Anne-Sophie Lapix en a parlé, évidemment. Pascal de la Tour du Pin, qui cartonnait le matin sur BFM TV, qui arrive sur LCI pour remplacer François-Xavier Ménage. Et puis côté radio, évidemment, on peut parler de Thomas Soto et Europe 1 notamment, qui cède sa place à Patrick Cohen, la star des matinales de France Inter. Et une dernière petite info, Florence Dauchez, qui présentait l'info sur Canal+, depuis des années, a annoncé son départ de Canal+, et elle serait pressentie parmi les possibles pour remplacer Anne-Sophie Lapix C'est à vous sur France 5. Yann, on parle d'Anne-Elisabeth Lemoine, on parle éventuellement de Stéphane Bern aussi. De Florence. Alors, Stéphane Bern, c'est certain que non, car Delphine Ernotte a confirmé qu'elle voulait une femme, absolument, pour succéder à Alexandra Sublet et Anne-Sophie Lapix. Donc, il faut chercher plutôt du côté des femmes. Alors, du côté des grandes chaînes TF1, M6, C8, le marché des transferts est quand même s'annonce agité. Alors, un peu agité, mais beaucoup plus calme que l'an dernier. Si vous vous souvenez, l'année dernière, c'était vraiment la folie. Sur TF1, très peu de mouvements. Laurent Ornac quitte Danse avec les stars, dans lequel il était co-animateur. Et surtout, Alexandra Sublet, qui devrait partir, qui n'a plus rien, qui n'a plus d'émission, qui part aussi d'Europe 1. On parle beaucoup d'elle sur France 2. Ouais. Il ne serait pas impossible qu'on la revoie sur France 2 de manière hebdomadaire, ou les après-midi, qui vont aussi beaucoup changer avec l'arrivée de Faustine Bollard, de Carole Rousseau, qui est annoncée, et puis les départs, évidemment, Thomas Touroud, Amanda Scott et Frédéric Lopez, le dernier en date. Sur France 2, évidemment, on en a parlé. Sur M6, puisque c'est la chaîne de Stéphane. Alors, M6 c'est toujours à dose très homéopathique. Hein, Stéphane pourra savoir. Ce sont en général des transferts très ciblés, un mercato ciblé. Faustine Bollard quitte la chaîne. Elle va rejoindre France 2 pour prendre une émission de testimonial dans laquelle elle remplacera Frédéric Lopez. Et c'est Julia Vignali qui présentait Les Maternelles, qui était sur TF1 récemment, qui va récupérer sa place au meilleur pâtissier, plus quelques émissions, j'imagine, Stéphane. Oui, Faustine, il faut descendre des prix. Vous en avez fait avec Faustine aussi, quelques-unes là-dessus.
TMC, pas de changement, il faut rentabiliser Yann Barthès, il a coûté très cher, donc cette année, il rapporte bien. On ne touche plus à rien, et il rapporte très bien. W9 va beaucoup miser sur Bertrand Chameroy avec des nouveaux formats également, et évidemment, encore une fois, c'est sur C8 qu'il y aura sans doute le plus gros mercato. L'arrivée de l'Énergie, on en a parlé, on parle de celle de Vincent Lagaffe, qui pourrait revenir avec le Big Deal, pour le faire revivre. Estelle Denis quitte également la chaîne pour retourner à l'équipe, faire une émission, un talk plutôt sur le sport. Bon, là, on a fait un bon tour de ce mercato. Bien, infos, bien. Tout petit détail, si ce n'est radio. On en parle un tout petit peu avec le transfert quand même, radio, France Inter, Europe 1. En radio, tout va se faire autour d'Europe 1. Là, c'est la radio qui va décider. Europe 1 chamboule tout. Patrick Cohen, on en a parlé, la star des matinales, le numéro 1 sur la matinale de France Inter qui arrive à la place de Thomas Soto. Les infos que je peux vous donner, on parle de Daphné Burki. Sur Europe 1, de Maïtena Birabin, Alessandra Sublet s'en va, tout comme Thomas Joubert. On parle peut-être du retour de Jean-Marc Morandini, peut-être, mais on en parle, en tout cas. Qui reprendrait l'émission des médias s'il revient. S'il ne revient pas, l'émission des médias disparaîtra, ça c'est certain. Nicolas Demorand et Léa Salamé remplaçant évidemment Patrick Cohen sur France Inter. Mais effectivement, tout va dépendre d'Europe 1, de la façon dont la radio va être formatée par Frédéric Schlesinger, son nouveau patron. On ne sait pas encore, mais en voyant la tonalité Thomas Touroud, Patrick Cohen, Maïtena Biraben, Daphné Burki, on peut penser à une tendance qui ressemblerait à du Yann Barthès, bobo, chic, un peu populaire, vers laquelle pourrait se diriger Europe 1. Alors, avant de se quitter, merci de toutes ces précisions, Nicolas. Saviez-vous que Stéphane Rothenberg part dans une semaine pour une nouvelle émission dont on n'a pas le nom? Non. Pas encore. Mais moi non plus, j'ai essayé avant vous. C'est ça. Une petite question à Stéphane, puisque vous êtes le spécialiste de la télé, pour essayer d'avoir le nom. Moi, je dis ça. Non, alors le nom, je ne vais pas insister, parce que je lui ai déjà demandé 40 fois, et vous savez, il est très, très, très tenace. Non, moi, c'était surtout une question, Stéphane, sur ces jeux d'aventure qui avaient connu un petit coup d'arrêt. Il y a eu des problèmes avec Koh-Lanta, etc. À un moment, la sécurité, ça coûtait très cher. Est-ce que ce sont, au final, des émissions qui sont rentables pour des chaînes à faire? On sait que Koh-Lanta l'est, même si la prod coûte cher. Est-ce que c'est vraiment rentable, ce type d'émission, ce que vous avez fait avec Pékin, avec La Taupe, notamment, pour M6? En tous les cas, c'est un genre noble qui est compliqué à produire, ça c'est sûr. Après, rentable, je pense que après, c'est vrai que c'est compliqué à produire, mais je pense qu'effectivement, c'est des bonnes affaires parce qu'en plus, l'image est toujours très bonne. Après, voilà, quand il y a des drames, c'est horrible, c'est effectivement très compliqué. Mais vous avez connu vous-même un accident sur Pékin. Mais je ne suis pas très inquiet sur le modèle économique. C'est vrai qu'elles sont des émissions chères à produire, mais vous savez, aujourd'hui, tous les gros barnums sont chers à produire. C'est sûr que c'est jamais, on ne peut pas faire du low cost, entre guillemets, dans ce genre de choses. C'est très compliqué en tous les cas, ça se voit tout de suite. Merci. Moi, je voudrais juste dire un truc sur l'énergie, parce que l'énergie, c'est fascinant. William moi, l'énergie. Moi, j'ai bossé avec lui, que j'étais à Petite Main à France 2, enfin Petit Chef. À l'époque, vous avez bossé avec lui sur Télématin aussi. Voilà, alors c'était. Antenne 2 à Pimontaine. Non, quand même pas, mais c'était pas loin. Et c'est l'un des tout meilleurs d'entre nous tous. Il est intelligent, cultivé, drôle. Il a une capacité de travail incroyable. C'est un vrai producteur. C'est une prise de guerre fabuleuse. On ne se rend pas compte de ça. Mais c'est incroyable. Ce type est incroyable. Et moi, je l'ai vu travailler avec lui, j'ai vu faire. Il y a pas mal de gens qui m'ont bluffé dans ce métier, mais il fait partie vraiment, je le mets dans mon petit panthéon, parce que cette polyvalence, ce sens du public, cet humour, cette capacité d'être dans le service public où il faut quand même être capable de tenir autant d'années, garder la fraîcheur alors qu'il se lève à 5h, 4h30 du matin depuis 30 ans. Fabuleux. Non, mais ce type est incroyable. Alors je sais qu'il y a des polémiques, parce que parfois dans sa gestion humaine, parfois un peu costaud, mais incroyable type, quoi. Incroyable. Et c'est une prise de guerre pour C8 de dingue. C'est tout à fait, je confirme. Ouais. Eh ben, voilà, on confirme, moi je suis estomaqué. Merci Nicolas. Je tiens à vous préciser que déjà sur le Figaro.fr, tous les noms que vient de citer Nicolas, on vient de mettre des papiers pour que vous puissiez relire tout ce qui a été fait. En particulier sur David Pujadas. Sur David Pujadas et tout ça. Donc ça vient d'être fait en temps réel pour que vous puissiez suivre tout ça. C'est ça aussi l'interactivité. Merci Nicolas. Merci Fred. Et maintenant, on passe au sport. On anticipe l'actu du sport et des 24 heures du Mans avec Laurent Louette. Bonjour Laurent. Salut, je bade. D'accord, j'ai compris. Votre sujet va beaucoup plaire à Stéphane, effectivement, puisque vous êtes un fan absolu de sport mécanique et que vous avez, comme vous l'avez dit, débuté votre carrière dans la presse automobile. Laurent, les 17 et 18 juin prochains, c'est la nuit de folie.
des 24 heures du Mans, c'est qui existe d'ailleurs depuis 1923. C'est pas tout jeune. C'est une marque connue, reconnue partout dans le monde. Quelles sont les autres courses aussi mythiques que celle-ci? Alors évidemment, Stéphane, je parle sous votre contrôle parce qu'aujourd'hui j'aurais pu être. En fait, je vais me retrouver dans la rubrique Mercato après. Il connaît plus ex-signature de Sport Auto, Exactement. de l'autojournal. Il connaît le sujet par cœur. J'aime bien. Donc Stéphane, vous m'aidez. Non mais oui, bien sûr, le Grand Prix de Monaco est une marque comme internationalement reconnue. Évidemment, les 500 miles d'Indianapolis. Et puis, bien sûr, les 24 heures du Mans. Un fleuron de la course automobile chez nous, en France, créé en 1923. Tu l'as rappelé, ça donne Charlotte. quoi en chiffres exactement, cette édition 2017? Je crois qu'il y a beaucoup de monde. Oui, 179 pilotes, 31 pays représentés chez les pilotes, 60 voitures, 2 grands favoris, puisque parmi les 4 catégories, c'est Porsche et Toyota qui vont cette année faire le spectacle dans la catégorie reine. Ça traîne beaucoup de monde. Je crois qu'il y a des centaines de milliers de gens qui viennent regarder. C'est un spectacle populaire incroyable. 250 000 spectateurs. On peut ne pas être passionné et être bluffé par ce qu'il y a. Les passionnés ont un spectacle fabuleux, vraiment fabuleux. Le circuit est exceptionnel. D'une complexité de pilotage incroyable. Et ça se bat. Il y a 4 catégories, c'est compliqué. Donc quand on ne connaît pas, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais tout le monde peut aller au... Il y a du spectacle tout le long. Après, il y a des fêtes foraines et tout ça, si on veut amuser les enfants, etc. Mais quel spectacle populaire magique. Je peux vous dire, c'est fabuleux. C'est l'un des plus grands spectacles qui puisse être donné à être vu. On peut y aller même quand on ne connaît pas. Et quand on connaît, depuis quelques saisons, on a de la chance. Le combat au sommet est prodigieux. Vous confirmez, Laurent, sur le côté spectaculaire des 24 heures du Mans? Stéphane l'a pas fort bien raconté. Quand on y est allé une fois aux 24 heures du Mans, on ne l'oublie pas. On a ça gravé pour le reste de sa vie dans sa mémoire. Oui, 250 000 spectateurs, c'est un engouement populaire formidable, les 24 heures du Mans, parce que tout est fait toute la semaine pour que, jusqu'à la course, l'intensité monte peu à peu. Alors, dès le lundi, au centre-ville du Mans, se déroulent des présentations des automobiles. Il y a ce qu'on appelle le pesage, qui est une vérification technique des automobiles, mais qui donne l'occasion au public de s'approcher, de pouvoir quasiment toucher les pilotes que je ne suis pas d'ailleurs. Les voitures, et puis de rencontrer les pilotes, d'échanger avec eux. Et puis comme ça, tout au long. Là, ça donne envie d'y aller. En revanche, il y a quelque chose, je ne sais pas combien il nous reste de temps, mais je vais très vite. Non, il y a des voitures prodigieusement rapides et des GT de route très améliorés. Et vous avez des pilotes exceptionnels, et vous avez des pilotes amateurs, pas forcément exceptionnels. Non, pas forcément. Et c'est ça qui crée un peu le... Vous pouvez y aller, Fred. Voilà. Et vous avez du coup des voitures comme cette GT-là, ou d'autres choses, parce que c'est pas celle-là en l'occurrence, voilà, c'est une voiture comme celle-là, qui arrive à des vitesses dingues, qui doublent des pilotes pas forcément géniaux, et cette incompréhension a parfois créé des drames, malheureusement. Voilà. Mais du coup, cette différence de hiérarchie, on ne peut pas avoir 173 génies, il n'y a pas 173 Sénats. Bon. Donc du coup, vous avez des pilotes, et puis des génies, et c'est un spectacle fou. Il y a 850 dépassements à la seconde, dans tous les sens. Et en plus, Porsche-Toyota, il y a une revanche. Toyota a perdu dans le dernier tour l'année dernière. Ils reviennent, ils veulent gagner. Ils sont favoris, là, pour le coup, mais ils n'ont jamais gagné. Les Japonais sont assez nuls en sport automobile. Et depuis quelque temps, ils inversent la tendance. Et là, ils veulent gagner, ils peuvent gagner. C'est tellement dur pour eux l'année dernière, je leur souhaite vraiment de gagner. Mais Porsche, il faut battre. Porsche au Mans, c'est dur. Donc ça va être super. Oui, pardon, je t'ai payé. C'est bien, mais là, j'aime bien. Juste dire On peut le prendre comme chroniqueur. Ça, sans problème. Et si vous devez vous intéresser 2 minutes, pensez à 2 choses. Un, d'abord, que cette année, il y a, Stéphane le disait, un certain nombre d'écuries qui sont intéressantes, au top. Mais il y a par exemple une écurie qui est assez amusante, c'est l'écurie Vaillante Rébellion. Oui, bien sûr. Vaillante Rébellion avec... On en a parlé la semaine dernière. Avec la sortie de Michel Vaillant Nicolas BD Prost, la semaine dernière. Oui, avec au volant Nicolas Prost, le fils de, Exactement. et puis Bruno Senna qui est le neveu. d'Ayrton Senna. Il y a des pilotes extraordinaires cette année qui sont en course. Le Brésilien Rubens Barrichello, l'Italien Giancarlo Fisichella, des gens qui ont couru en Formule 1, qui vont faire le spectacle. On a des chances françaises. C'est rare. Avec Stéphane Sarrazin chez Toyota, par exemple, une vraie chance, et puis Lapierre, une vraie chance de victoire au moins on aura une bout. victoire française ce week-end, à défaut d'en avoir une à Roland-Garros. On va voir. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est posé, c'est dit. Et puis, je voudrais juste dire aussi que si vous avez l'occasion d'aller au Mans, parce que peut-être que certains vont avoir envie d'aller voir, d'abord il reste des places, vous allez sur le site officiel de l'Automobile Club de l'Ouest, voilà, 80 € environ la place moyenne, mais des places qui varient de 35 à plus de 700 €. Mais surtout, allez
au On a virage de l'image de la Mulsanne. variante à l'image. Ouais, super la voiture. Pardon de Voilà. vous couper le Magnifique Voilà. voiture. Ouais, voilà. Le 13 autodépart, non Ouais, non, il y a des virages, on est assez près des voitures, il y a des virages où on voit des voitures aller très très vite. Ouais, voilà, il y a des virages top, on peut changer d'endroit, enfin on a toute la journée. Et si donc on a vous allez la 24 nuit heures. au virage de Mulsanne, Et les 3 pilotes, pardon. les 3 pilotes, voilà, dont on Ouais, voit les Nicolas trois Prost au pilotes avec milieu. Nicolas Prost au milieu. ouais. Et on reconnaît Et, évidemment. si vous allez au virage de Mulsanne la nuit, vous allez assister à un spectacle qui est juste grandiose. la nuit, c'est Pourquoi ce virage, en fait, se trouve à l'angle de la ligne droite des Hunaudières. Et donc, lorsque les voitures arrivent lancées de la ligne droite précédente, c'est un virage à angle droit. Vous êtes à l'angle de ce virage-là, la nuit. Vous avez le bruit, vous avez l'odeur, la couleur des freins qui rougissent sous la vitesse et la pression. Voilà, c'est extraordinaire. Raconter comme ça peut être finalement... Ah non, ça marche. Mais ça Ça marche, marche. parce que moi, j'ai On y est. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Je connais personne, même les gens qui y allaient comme ça, etc. On est pris. Et pour peu qu'il y ait quelqu'un avec vous qui vous explique raconte un peu, l'histoire bien sûr. avec votre truc, Comme Laurent. décodé ou pas, c'est Nous magique. Vraiment grand spectacle. Nos 2 envoyés spéciaux raconteront ça formidablement Mais c'est pendant exactement. 24 heures, du samedi 15h au dimanche 15h. Live texte commenté, ils sont dans les tribunes juste au-dessus des stands. À suivre sur Figaro.fr. Sur le Figaro.fr, c'est gratuit, connectez-vous. Eh Gilles ben, c'est Festor ce qu'on va et Guillaume faire. Loisy. Guillaume Loisy et Gilles Festor, en direct du Mans. Exactement. Et on en parlera évidemment le lundi dans votre émission 45 chrono animée par Léo. Le compte, Exactement, hein. et puis Léo évidemment Lecomte. dans le quotidien. Évidemment. Merci Laurent. Merci beaucoup. Merci à vous. Stéphane Merci, Rothenberg, j'ai une question pour vous. Vous avez travaillé sur l'émission Turbo il y a quelques années. Vous étiez reporter d'abord, puis rédacteur en chef adjoint. La question de reprendre sa présentation à la place de Dominique Chapat ne s'est jamais posée? Ça vous a non, jamais parce que tenté? pour le coup, non, alors, j'adore l'automobile, mais pour le coup, vraiment, Dominique, c'est le taulier. Alors, pour le coup. Non, et c'est vrai que c'est un sacerdoce. Je crois que ça c'est fait 30 ans qu'il la voilà, présente, hein. voilà, et j'espère le plus longtemps possible. C'est 42 émissions, donc c'est au minimum, je crois, donc c'est tout le temps. Et c'est vrai que ça me priverait de beaucoup d'autres choses. J'adore la voiture, mais vraiment c'est une passion. Ce serait compliqué d'en faire une occupation principale. Mais ouais, il m'a appris plein de choses parce que j'étais trop pointu. Du coup, j'avais pas compris. Je faisais des papiers de sport auto pour Turbo et ça marche pas. Il a le sens du public qui est incroyable. Dominique est incroyable pour ça. Notre émission touche à sa fin. C'est vrai, Fred. C'est passé Oui, vite. c'est ça. Et Pardon d'avoir été bavard. Mais non, mais au contraire, c'était un Merci vrai de nous plaisir. avoir suivis, évidemment. Stéphane Rothenberg, merci d'avoir été notre invité. On donne rendez-vous, évidemment, aux téléspectateurs cet été sur M6. Oui, il y a 2-3 petites choses qui arrivent. Voilà, et puis un peu plus tard, Dans cette beaucoup nouvelle plus tard, émission, dont on saura le nom un peu plus l'émission tard, mystérieuse. Stéphane, avant qu'on ne se quitte, permettez-moi de vous offrir les nouvelles productions du Figaro. D'abord, 100 lieux pour se ressourcer avant ou après En France. partir en France. Il Très vient de bonne idée. Vive la sortir France. ce jeudi 8 juin. Ouais. J'ai du mal à le dire. Et- Sorti jeudi 8 juin, c'est aujourd'hui pour nos internautes, c'est sur le Figaro Store. Et chez les marchands de journaux aussi. Ce supplément aussi, magnifique supplément pour les plus belles chambres d'hôtes qui a été préparé par toute Après l'équipe du votre- Figaro Magazine, dirigée par déplacement. Bénédicte Menu. Et voilà. Des Corses. Parce que c'est Oui, oui, mais il y a absolument. À votre retour de l'étranger, après Voilà. votre émission, vous allez Et vous alors, ressourcer. et le dernier numéro, évidemment. d'œil à la clin cuisine, d'œil à la bien sûr, et à cuisine. Top Chef. Magnifique, magnifique. Tout le monde se l'arrache, Ah oui, celui-ci, ça hein. je peux vous C'est dire que vrai. c'est pas simple pour l'avoir. Là, en ce moment, je suis au Bah, régime ça, minceur. Je on vois que voit. ça, c'est pas avec Julien Andrieux parce que j'ai besoin avant de partir. Stéphane, merci d'avoir été notre invité. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Même heure, Même punition. même punition. Au revoir, madame. À Au bientôt. revoir, monsieur. À la semaine À la prochaine. semaine prochaine. Ciao.